C'est bon. Alors, un bref rappel pour vous dire que le NUS consiste à corriger le pectus excavatum par compression interne grâce à une ou plusieurs barres intrathoraciques qui sont mises en place par deux petites incisions latérales sous contrôle thoracoscopique. Alors, c'est une intervention qui est réputée mini-invasive comme dit le MIRP, ce qui veut dire Minimally Invasive Repair of Pectus Excavatum, mais il est à l'origine de complications telles qu'on est en droit de s'interroger sur sa réelle innocuité. Alors, pour faire cette analyse, on a interrogé les données électroniques bibliographiques habituelles et nous avons sélectionné uniquement les complications sévères selon les critères de Castellani, c'est-à-dire blessures d'organes ou lésions vasculaires et ou nécessité d'une réintervention significative en laissant de côté les complications considérées comme mineures, dilacération intercostale, contusion ou lacération péricardique, les épanchements aériens ou liquidiens drainés, les atélectasies, les sérums pariétaux et les sepsis traités médicalement. Alors la complication périopératoire la plus fréquente, c'est de la perforation cardiaque. Et nous avons retrouvé dans la littérature 18 cas en 15 ans. Le mécanisme est en règle lors du passage de l'introducteur qui sert à créer le tunnel rétrosternal qui vise à mettre en place les plaques intrathoraciques. Alors ces perforations cardiaques intéressent surtout les cavités droites, l'oreillette droite, le ventricule droit ou les deux. Elles peuvent s'associer à des lésions de la tricuspide, de la cloison interventriculaire. Et dans 4 observations, il n'y avait pas de précision quant à la nature de la lésion ni son pronostic. Alors leur prise en charge est en règle une intervention sous circulation extracorporelle. Et en général, le patient reste définitivement sans cure de son pectus excavatum, sauf dans 4 observations. Alors le pronostic, eh bien, il y a eu 2 décès et un patient qui a gardé des séquelles neurologiques sévères. Il existe également d'autres lésions diverses qui peuvent survenir en péropératoire. Ainsi, on a publié 3 thoracotomies d'hémostase pour plaie de la mammaire interne, ou dû à une hémorragie pariétale sans connaître l'origine exacte du saignement. 2 cas de dilacération pulmonaire et une observation de désinsertion antérieure du diaphragme qui a été à l'origine d'une hernie étranglée secondaire avec arrêt cardiaque péropératoire au cours de la réparation. Et enfin, de manière anecdotique, a été publié un cas de plaie hépatique par trocar de thoracoscopie placée un peu trop bas. Alors, une complication assez étonnante, c'est l'occlusion aiguë de la veine cave inférieure. On en a publié 3 cas. Ça se traduit souvent chez des enfants par une instabilité hémodynamique, une oligurie et une distension abdominale qui a conduit dans 2 cas à une laparotomie exploratrice. Le diagnostic a été fait par cavographie ou échographie ou tomodensitométrie dans le seul cas qui n'a pas été laparotomisé. Et dans les 3 cas, l'ablation de la barre a été salvatrice malgré un arrêt cardiaque péropératoire dans une des 3 observations. Alors en ce qui concerne le mécanisme, c'est assez obscur. Ça peut être une plicature secondaire au changement brutal de la géométrie du thorax ou la mise en tension peut-être excessive du diaphragme engendrée par donc cette modification de la géométrie du thorax. Alors, en post-opératoire, qu'est-ce qui peut survenir? Eh bien, en post-opératoire, la complication la plus fréquente, ce sont les déplacements secondaires de la barre. Ici, vous voyez une barre qui est correctement positionnée, mais vous voyez qu'elle peut basculer dans le thorax en direction crâniale ou au contraire en direction caudale. Alors, dans 2/3 des cas, cela nécessite une réintervention pour repositionnement. Vous voyez que l'incidence n'est pas négligeable, puisque même dans une publication récente qui date de 2013, eh bien, il y a encore 18% de cas de déplacements secondaires. Alors ces déplacements secondaires sont à l'origine de complications sévères.
Vous avez d'abord des lésions vasculaires hémorragiques de nature pariétale et en règle générale, c'est la mammaire interne qui est en cause. Alors ces hémorragies secondaires surviennent en règle générale dans un délai inférieur à 6 mois. Donc il y a eu 4 lésions de mammaire interne avec 3 hémothorax sévères, massifs, qui ont nécessité des thoracotomies d'urgence, et un patient a pu voir son hémorragie corrigée par une embolisation. Il y a eu également un faux anévrisme non rompu qui a également été traité par embolisation. Il y a également dans la littérature 12 autres cas d'hémothorax où l'origine du saignement n'a pas pu être identifiée, dont 2 cas après un traumatisme fermé du thorax. Donc c'est un facteur déclenchant possible d'un hémothorax. Et j'ai rapproché cette observation à un cas d'hémopéricarde post-traumatique qui a nécessité un décaillotage chirurgical. Alors quand le déplacement est important, eh bien, il peut être à l'origine de lésions de la crosse aortique. Et c'est ainsi qu'ont été publiées une observation de lacération de la crosse aortique avec une tamponnade aiguë qui a nécessité une sternotomie d'urgence d'hémostase à 2 mois. Et cette observation que vous découvrez d'un faux anévrisme de la crosse aortique rompu à l'ablation de la barre. Et vous voyez ici les lésions considérables de l'aorte thoracique ascendante en relation donc avec ce basculement intrathoracique de la barre qui a nécessité une reconstruction de la partie ascendante de la crosse aortique sous arrêt circulatoire et hypothermie profonde. Le basculement intrathoracique peut être également à l'origine de lésions pulmonaires et au cours de l'ablation prématurée d'une barre qui s'était mobilisée, un chirurgien a dû faire face à une hémorragie d'une artère pulmonaire segmentaire qui a nécessité une sternotomie et dans les mêmes circonstances, eh bien, il a été nécessaire de pratiquer une lobectomie moyenne pour donc un lobe contus et infarci. Autre complication potentielle de cette intervention, c'est l'infection de la barre. Cette infection de la barre a été étudiée spécifiquement par Calkins et sur 168 patients, il a observé presque 4% des cas avec nécessité dans un tiers de ces cas de procéder à l'ablation du matériel et donc de compromettre le résultat de l'intervention. Moss a rapporté un cas particulièrement sévère d'emphysème pleural bilatéral avec péricardite purulente qui a nécessité une péricardectomie chirurgicale. Enfin, Watanabe, qui a opéré surtout de jeunes enfants, a eu à faire face à des lésions cutanées avec des sérums évoluant vers l'ulcération cutanée au niveau des stabilisateurs qui sont censés maintenir la barre en position sans se déplacer. Et 4 fois, il a été nécessaire de procéder à l'ablation de ces stabilisateurs, ce qui fait un pourcentage non négligeable de 7,5% des cas. Vous pouvez également, en post-opératoire, avoir des épanchements péricardiques. Ils sont la conséquence d'un traumatisme péricardique, contusion au plaie qui se produit lors de la mise en place de l'introducteur ou lors de la mise en place des barres elles-mêmes. L'incidence de ces épanchements péricardiques est relativement faible. Il s'apparente au syndrome post-péricardotomie et de ce fait rétrocède sous anti-inflammatoires non stéroïdiens. Il faut savoir qu'ils peuvent évoluer vers la symphyse, voire la constriction, et Park a rapporté dans cette série une publication de péricardite constrictive qui a nécessité une péricardectomie. Il faut savoir que cette symphyse, comme vous allez le voir un peu plus loin, peut avoir des conséquences potentiellement redoutables. Alors, plus anecdotique, c'est l'intolérance à la barre, puisque ce sont des faites d'acier. La complication a été spécifiquement étudiée par Rushing. Cette allergie est liée à une allergie au chrome-nickel. Et vous voyez, l'incidence est de 2,2% des cas avec nécessité d'ablation du matériel chez 3 patients, c'est-à-dire moins de 1%.
Alors, complications mécaniques pariétales. La modification brutale de la géométrie du thorax et la pression exercée a pu entraîner une observation de luxation sternoclaviculaire bilatérale, des syndromes de la traversée cervico-thoraco-brachiale à expression vasculaire ou neurologique qui ont toutes laissé des séquelles sévères périphériques. Et enfin, ces deux observations d'érosion du sternum par les barres qui ont traversé le sternum, ce sont des complications qui sont spécifiquement vues dans le Marfan. Et enfin, il faut savoir que la mise en place de barres de Nuss peut provoquer des scolioses acquises. Alors, j'en ai pas fini parce que les ennuis peuvent survenir également à l'ablation de la barre et ce sont les complications réellement les plus dramatiques puisqu'il a été décrit une déchirure du ventricule gauche mortelle liée à un bloc fibro-adhérentiel. Donc il y avait une symphyse entre la barre, le péricarde symphisé et le ventricule droit probablement, séquelaire d'un épanchement péricardique, avec décès sur table. Dans les mêmes circonstances, le chirurgien a pu sauver son patient qui a fait une hémorragie cataclysmique, exactement par le même mécanisme, et au prix d'une quarantaine de kilos globulaires nécessités par l'hémorragie. J'ai noté également une hémorragie intercostale de 1500 millilitres qui a été signalée par Molins. Et enfin, Niboé a fait une étude spécifique des complications qui pouvaient survenir à l'ablation du matériel de manière prospective. Et vous voyez qu'il y a 1% de problèmes hémorragiques à l'ablation de la barre. Enfin, de manière anecdotique, eh bien, des chirurgiens ont eu des grosses difficultés à procéder à l'ablation de la ou des barres parce qu'elles étaient calcifiées ou incarcérées dans les côtes. Alors quand on fait le bilan de la chose, eh bien, on a dans la littérature 8 arrêts cardiaques péropératoires avec 3 décès et 2 séquelles neurologiques, tous survenus chez des patients qui avaient moins de 18 ans, ce qui est particulièrement dramatique. De plus, la barre de Nuss est une entrave aux manœuvres de ressuscitation cardio-respiratoire en cas d'arrêt cardiaque fortuit. Et Zoeller a donc publié une observation d'un jeune patient qui a fait un trouble du rythme, un arrêt, et qui n'a pas pu être massé du fait de la présence de ces barres. Alors on peut également se poser des questions sur ce qui s'est passé pour 2 patients qui sont décédés à distance du Nuss, barre en place, à domicile. On n'a aucune notion de savoir le mécanisme et l'impossibilité à une éventuelle réanimation cardio-respiratoire par massage. Dernier point qui nous paraît important, c'est que pour nous, le Nuss est contre-indiqué en chirurgie cardiaque. Quand il y a eu une intervention cardiaque antérieure, il est contre-indiqué de faire un Nuss parce qu'il risque d'y avoir un surrisque de blessure cardiaque péropératoire. Lorsqu'on fait une chirurgie synchrone, comme on peut le voir dans les remplacements ou les tyrone David pour les patients qui ont des Marfan, eh bien, il vaut mieux ne pas mettre ces barres de Nuss. Si jamais vous devez faire un massage ou une réintervention rapide, ça pose de gros problèmes dans ces circonstances particulières. Alors, les conséquences à long terme, eh bien, il y a une observation où 11 ans après le Nuss s'est développé un cale fibreux séquelaire comprimant sévèrement la voie d'éjection du ventricule gauche à l'origine de syncopes qui ont été traitées par résection thoracoscopique. Et il faut savoir, pour les chirurgiens cardiaques aussi, que le Nuss est une hypothèque au pontage coronaire puisque la compression importante sur la face postérieure de la paroi antérieure du thorax entraîne une interruption unie ou bilatérale du flux artériel mammaire interne dans 40% des cas,
C'est une très intéressante étude prospective turque qui nous l'a appris récemment. Alors, en termes de commentaires, eh bien, il y a l'étude de Castellani qui a spécifiquement étudié ces complications après intervention de NUS. Et vous voyez que les complications majeures surviennent dans 4,2% des cas, dont une perforation cardiaque, je l'ai signalé au début de mon exposé, et un taux également de complications mineures de 73% des cas. Le taux de réadmission dans l'ensemble pour ces patients étant de 10,2% des cas. Alors, les études comparatives du NUS versus Ravitch, c'est-à-dire chirurgie ouverte, eh bien, ne plaident pas en faveur du NUS, puisque Molik a un taux de complication de 43% pour le NUS versus 20% pour une technique ouverte, et un taux de réintervention de 29% versus 6%, et Coelho a un taux de complication de 45% versus 15%, avec une durée d'hospitalisation plus importante pour le NUS, du fait essentiellement de la prise en charge antalgique lourde nécessaire. Alors, la méta-analyse ne plaide pas tout à fait en ce sens. Il ne met pas en évidence de différence significative entre les techniques fermées et ouvertes, mais il y a un taux plus élevé de pneumothorax et d'hémothorax. Mais c'est une étude biaisée parce qu'elle ne prend pas en compte tous les 15 reports, 15 séries au cours de la même période. Et nous avons donc colligé 18 cas avec 2 décès pour le NUS versus 300 décès pour le Ravitch. En conclusion, le rapport bénéfice-risque ne plaide pas en faveur du NUS. Il existe des techniques alternatives orthopédiques, notamment chez l'enfant, c'est-à-dire le vacuum Bell, et des techniques chirurgicales ouvertes qui nous paraissent beaucoup moins dangereuses. Je vous remercie de votre attention. Merci. Des commentaires, des questions dans la salle? Monsieur Dubousset? On comprend pourquoi. C'est une mode encore actuelle qui est très largement répandue en France parce que l'intervention se passe en 30 minutes, à peu près. Mais moi, quand on m'a montré ça, j'ai fait un certain nombre d'élèves de Bédouel. J'étais Bédouel, j'ai donc fait un certain nombre de pectus par voie ouverte, y compris avec Rémi Notin, Marine Lannelongue, quand on remplaçait en même temps la crosse de l'aorte, enfin la dilatation de l'aorte. Et ça m'a toujours paru quelque chose de risqué, et en particulier à long terme. Et je vous remercie beaucoup d'avoir présenté tout ça, et ce serait bien que vous veniez le présenter dans un congrès d'orthopédie. Les chirurgiens cardiaques? On a reçu le message. On le fera. Simplement, je pense que ce que j'ai présenté, c'est la partie émergée de l'iceberg. Professeur Grangebach. Je n'ai fait ni ouvert ni fermé dans cette intervention. Je l'ai laissé toujours à nos amis thoraciques et à nos amis orthopédistes le soin de le faire. Donc, à partir de ce moment-là, je suis tranquille, je regarde des choses à distance. Mais la seule chose, je dis, c'est que c'est une présentation remarquable. La seule chose, c'est qu'il y a des chiffres absolus. On ne sait pas, il y en a 3 sur combien de cas. Vous voyez, ce que je dis, c'est que de faire une listing de complications, donc 2 cas par ici, 3 cas par là, vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. Deuxièmement, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, quand on fait, premièrement, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut le faire? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que l'aspect, comment dirais-je, vital, entre guillemets, de cette chirurgie, il n'y a pas grand-chose. C'est essentiellement des aspects esthétiques, pour une grande partie. Donc, il ne faut pas avoir des ennuis. De proposer des interventions dès l'avance, ça pose quand même des problèmes. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qui se passe? C'est l'adolescent qui a la copine, quand il voit que c'est le trou pour mettre sa tête, il ne va pas y aller. Vous voyez, c'est ça le malade qui arrive. À ce moment-là, quand il arrive avec des incisions de partout, vous savez, c'est pas mieux. Donc il n'a pas gagné à l'échange.
Donc, la question que je voudrais me poser, sur 1000 cas, actuellement, combien de cas sont faits par ces techniques NUS mini-invasives et combien sont faits à ciel ouvert, ce que vous préconisez, que ce soit l'orthopédiste ou chirurgien thoracique? Alors là, je suis incapable de répondre à cette question. On a quand même le sentiment que le NUS se développe de manière exponentielle au détriment des techniques ouvertes. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, 90% ça se fait par NUS. Voilà, c'est ça. Peut-être Donc, pas, je dirais 85, 88. 70-30. Voilà. Mais enfin Donc, bon, il y a des équipes... Donc s'il y avait autant de complications là, avec tous les morts que vous avez dit, ben, je pense que les gens ne feraient pas à 90% des NUS. Vous voyez? Bon, je ne dis pas que c'est panaché, mais je pense que très sincèrement, c'est une présentation militante. Voilà, c'est le terme que j'utiliserais, Oui. présentation militante. Oui, mais on va répondre à cela en pourcentage, c'est-à-dire que dans toutes les séries qui ont étudié de manière prospective, le pourcentage de complications graves, c'est-à-dire selon les critères de Castellani, c'est 4 à 5%. C'est beaucoup plus important, c'est 6 fois plus que dans les techniques ouvertes. 6 fois plus. Donc il faut bien avoir à l'esprit... Jacques ce Barbier, chiffre. une dernière question. Simplement dans votre titre, je pense qu'il aurait mieux fallu mettre risque-bénéfice et pas bénéfice-risque. Dans votre propre expérience, vous avez des NUS et combien? Alors, 0 NUS, c'est pas une question de militantisme, c'est une constatation de la littérature, et surtout un nombre de complications qui ne faiblit pas et qui se développe même dans des équipes entraînées. C'est-à-dire que les 3 dernières perforations cardiaques qui se sont produites et qui ont été publiées, c'était dans des équipes qui en avaient fait juste 600 NUS et il y a eu un mort au 601e. À mon avis, c'est pas acceptable cette intervention, c'est des gens qui ont moins de 20 ans. On a bien compris. Merci beaucoup.